Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous suivez l'actualité des parcs d'attractions du monde en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'une zone thématique, et non un parc d'attractions, thématisé autour de l'univers de Nintendo et plus spécifiquement autour de Super Mario, a ouvert ses portes le 18 mars dernier après plusieurs reports de date à Universal Studios Japan. D'un autre côté, pour ceux qui se concentrent sur l'Europe et plus spécifiquement l'Allemagne, vous savez sans doute que la dernière zone thématique de Fantasyland nommée Rockburg et son grand 8 phare Fly sont ouverts depuis le 17 septembre 2020. Je vous entends déjà me demander mais pourquoi je vous parle de ces deux zones thématiques pourtant bien différentes dans une seule et même vidéo? Eh bien parce qu'elles ont toutes les deux l'air absolument incroyables et que chacune a apporté quelque chose en plus dans la manière de concevoir un land et de pousser l'immersion toujours plus loin. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons tenter de décortiquer le pour et le contre de ces deux zones thématiques pour savoir si oui ou non elles sont bel et bien les meilleures zones thématiques de tous les temps. Générique. Pour commencer, je tiens à préciser que cette vidéo sera composée en deux parties différentes. Dans un premier temps, nous parlerons exclusivement de Super Nintendo World et dans un second temps de Rockburg. Car ces zones étant très différentes l'une de l'autre, je me note de faire deux parties complètement différentes pour bien séparer les choses pour éviter de vous perdre. Après cette petite introduction, passons au vif du sujet. Mais pour ça, je vais changer de tenue. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour reprendre en détail ce qui a été dit précédemment, Super Nintendo World est une zone thématique inaugurée officiellement le 18 mars 2021 à Universal Studios Japan située à Osaka. Cette dernière est thématisée autour du monde de Nintendo et plus spécifiquement de Super Mario. Dans ce land se situent deux attractions majeures. La première est une balade à dos de Yoshi à travers la zone avec une partie Dark Ride pour retrouver les œufs volés par Kamek et même trouver l'œuf doré déniché par le Capitaine Toad. La seconde est une course endiablée à travers tous les univers de Mario Kart en duel avec un bolide adverse. Vous y portez des lunettes de réalité augmentée qui vous permettent de distinguer les personnages animés ainsi que les boîtes à surprises tout en gardant le décor réel lors de votre course intrépide. Dans toute la zone, vous pouvez trouver des restaurants, des snacks, des boutiques à souvenirs évidemment, ainsi qu'une multitude d'objets interactifs tels que les blocs qui vous donnent des pièces si vous les tapez et que vous possédez un power-up band connecté à votre smartphone. Il est également possible de jouer à des mini-jeux dans toute la zone appelés activités qui vous permettent d'obtenir une clé si vous la réussissez. En tout dans la zone, il est possible de récolter 5 clés à travers 5 activités différentes, mais il ne vous en faudra que 3 pour accéder à une zone secrète du land où vous pourrez affronter Bowser Jr. et ainsi récupérer le fameux champignon doré. Je pense qu'après tout ce que je viens de vous citer, vous êtes déjà impressionné par le niveau d'interactivité de la zone. Mais est-ce que je vous ai déjà parlé du système de points ? Pour les détenteurs du Power Up Band, vous pouvez non seulement interagir avec tous les objets de la zone, mais vous pouvez également gagner des récompenses spéciales grâce aux attractions et activités. Il y a en tout 4 objets à récupérer dans toute la zone. Le premier, le champignon doré que vous gagnerez en affrontant Bowser Jr. Le trophée universal que vous gagnerez en remportant la course dans l'attraction Mario Kart Koopa's Challenge. L'œuf doré que vous gagnerez en trouvant les 3 œufs cachés dans l'attraction Yoshi's Adventure. Et enfin, la quatrième, une grande étoile dorée que vous remporterez en accomplissant toutes les activités de la zone. De plus, en achetant un Power-Up Band à l'effigie d'un personnage, vous intégrerez automatiquement l'équipe assignée à ce personnage sur l'application. Ainsi, en récoltant des pièces à travers les blocs ou dans les attractions, vous pourrez faire gagner des points à votre équipe qui, en étant première ou bien classée dans le classement du parc, vous feront gagner des récompenses exclusives. Cette zone a l'air tellement riche en expérience que, rien que de vous en parler, j'ai juste envie de faire mes valises et d'y aller. Mais alors, dans quelle mesure serait-elle une des meilleures zones thématiques de tous les temps selon moi? Premièrement, c'est Mario quoi. Qui n'a jamais rêvé de jouer à Mario Kart ou de taper dans des blocs pour gagner des pièces? Cette zone, c'est vraiment littéralement un rêve d'enfant qui se réalise. De plus, les détails sur les bâtiments et le nombre de clins d'œil au jeu de la licence est juste incroyable. On peut en apercevoir dans la partie souterraine un peu cachée, comme à l'entrée du land, où par exemple on peut apercevoir les dates de sortie des principaux jeux Mario en allant jusqu'au land au sol. Et si vous ouvrez bien l'œil, on peut même trouver quelques Pikmin cachés dans la zone. C'est un petit détail un peu mignon mais qui est toujours très sympa à apercevoir pour les fans de Nintendo. De plus, l'immersion du jeu vidéo reste jusque dans les boutiques et dans les restaurants. Le Kinopios Café par exemple, qui est le restaurant de la zone,
propose une multitude de plats à l'effigie des objets, des paysages et des personnages du jeu vidéo. De quoi pousser l'immersion jusqu'à dans l'assiette. Tous ces facteurs montrent donc qu'on est dans un monde vraiment unique en son genre et que Mario continue à faire rêver des milliers, voire des millions de gens encore aujourd'hui dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des zones similaires sont actuellement en cours de construction à Universal Studios Hollywood et à Orlando dans le troisième parc du complexe Universal nommé Epic Universe. Par contre, comme toutes autres thématiques, il y a quelques petits points noirs. Alors premièrement, c'est un détail peu dérangeant par rapport à l'ampleur totale du projet, mais pas mal de personnes en on-ride se sont plaints de la lenteur du kart dans l'attraction Mario Kart Koopa's Challenge. Il ne faut pas oublier que c'est un Dark Ride interactif après tout, et que le bâtiment n'est pas immense non plus, et que pour faire un Dark Ride de 5 minutes avec un bon débit qui soit fluide et bien orchestré, je pense qu'il faut bien évidemment ralentir la vitesse des cartes. Après, je pense bien évidemment qu'avec le son, les effets, les animatroniques, la musique, les lumières et la réalité augmentée, on ne remarque même plus ce petit détail. Donc ça se voit, je pense, à on-ride, mais pas en réalité, et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il faut le vivre pour vraiment savoir ce que ça vaut. Et un gros point que tout le monde relèvera, c'est que comme toute bonne zone thématisée sur une licence, on retrouve des pubs et des produits dérivés absolument partout. Alors oui, un petit souvenir comme ça, c'est toujours sympa. Mais bien évidemment, on sent que ce land, il a été créé depuis le début pour faire une grosse publicité à Nintendo. Mais c'est pas très dérangeant, parce qu'on sent que vraiment ça veut toucher les fans de jeux vidéo, mais aussi un autre public, et ça c'est un très bel atout commercial. Question public visé, ils ont vraiment tout compris en revanche. Réunir les familles, les fans de jeux vidéo, les mordus de produits dérivés et les parcs fans, on peut pas faire meilleur combo. Il ne manque plus qu'un bon coaster soit installé dans la zone voisine, et là tout le monde sera comblé. Pour résumer, Super Nintendo World est une zone magnifiquement organisée et orchestrée pour convenir aux attentes de tout type de public et ainsi pour se détacher un peu de la réalité histoire d'un instant grâce à toutes les activités proposées dans la zone pour se rapprocher un peu plus de l'univers du jeu vidéo qu'on a tous aimé étant enfant. Après avoir longtemps parlé de l'univers de Mario à Osaka, rentrons en Europe pour embarquer à bord d'une sublime machine volante. Annoncé le 20 juin 2017, soit seulement un an après l'ouverture de Klugheim et de l'incroyable Taron que j'ai eu la chance de tester, un mot ne pendait plus qu'à la langue de tous les fans, Fly. Ainsi, pendant 3 ans et demi, nous avons attendu que Fantasyland communique une date d'ouverture pour cette zone thématique et ce coaster nouvelle génération. Pour vous illustrer ce que représente 3 ans et demi pour un parc fan, nous allons prendre l'exemple très simple d'Europa Park. De début 2017 à juillet 2020, on a eu le droit à Voletarium en juin 2017, la pose de la première pierre de Rulantica, l'annonce de la réhabilitation d'Eurosat et sa réouverture en septembre 2018, l'incendie ravageur de Piraten Batavia en mai 2018, la réouverture de la Scandinavie en juillet 2019, ainsi que l'ouverture de Chronazar et de Rulantica la même année, et enfin la réouverture de Piraten Batavia en juillet 2020. Donc eux, ils ont eu le temps de reconstruire 2 quartiers en entier, de réhabiliter tout un autre quartier et de construire un parc aquatique et un hôtel, pendant que Fantasyland, ils construisaient Rockburg. Voilà, le point comparaison à Europa Park est passé. Et c'est ainsi que le 17 septembre 2020 ouvrirent les portes du magnifique univers steampunk de Fantasyland. Ce qui est drôle avec Rockburg, c'est que Fantasyland l'ont ouvert du jour au lendemain, et ils ont justifié ça par le fait que ce soit une soft opening. Mais après, l'aspect soft opening ne se ressent pas du tout sur les vidéos que j'ai pu regarder. Avec le nombre de détails dans l'ensemble, comme la fumée qui sort des bouches d'aération, les tas de charbon, les tenues des employés, les rails qui entrecroisent les bâtiments et les structures métalliques, ainsi que la bande-son signée par Imascore, ça a l'air vraiment d'une zone sublime. Cette compilation de détails magnifiques fait que Rockburg doit sans doute être un des meilleurs endroits où se balader dans un parc d'attractions. La grosse particularité de la zone est qu'aucun filet de sécurité n'ait été placé dans l'ensemble du land, alors qu'il y a un flying coaster quand même. De ce que j'ai entendu, c'est tout simplement pour garder l'aspect visuel et l'harmonie globale du land, et franchement, c'est réussi. Alors s'il n'y a pas de filet dans la zone, où est-ce qu'ils ont décalé la sécurité ? Eh bien à l'embarquement, de ce que j'ai entendu, on vous demande de ranger tous vos objets personnels, ainsi que vos sacs à dos dans un casier avant d'embarquer dans la gare. Afin d'être sûr que vous n'avez rien gardé sur vous, un membre du personnel va vous fouiller et vous scanner au détecteur de métaux avant d'entrer dans la gare pour le grand voyage. Ça paraît un peu extrême, certes, mais question sécurité, sur ce coup, ils assurent.
Et une fois qu'on est installé dans les sièges et que la machine volante part, une partie Dark Ride permet d'introduire le vol et de passer de la position assise à la position allongée. Et ensuite vient toute la partie extérieure avec 2 launches et 2 inversions pour un flying coaster, une nouveauté mondiale signée Vekoma. Mais en plus de cette fabuleuse attraction et de cette magnifique thématisation, le restaurant Uhrwerk vous permet de faire une petite pause déjeuner tout en restant dans le thème rétro-futuriste. Ce que je trouve génial avec ce restaurant, c'est qu'il offre des points de vue absolument magnifiques sur l'attraction et sur des endroits particuliers du trajet qui méritent d'être regardés pendant des heures et des heures. Des détails que j'adore aussi. Premièrement, le menu est un journal communiquant l'actualité de la ville de Rockburg entre les plats, de quoi bien rester dans l'ambiance. Et de plus, certaines tables au rez-de-chaussée sont en fait des piliers de l'attraction. J'adore l'idée, en plus c'est super original et de ce que j'ai entendu, quand on ne sait pas que c'est un pilier, on s'en rend même pas compte. Mais c'est toujours un superbe détail pour les adeptes de Grand 8 qui désirent déjeuner au plus près d'une montagne russe, qui plus est une véritable machine volante. Pour couronner le tout, l'hôtel Charliebenberg vous permet de dormir dans des cabines comme les explorateurs de l'époque, la plupart donnant vue sur la zone thématique. Le bar 1919 vous permet également de vous détendre dans un coin retranché de Rockburg ou de disputer votre meilleure partie de billard tout en voyant les trains de Fly passer au-dessus de vous. S'il y a juste une chose que je peux reprocher à cette zone thématique, avec les photos et les vidéos que j'ai vues, c'est l'éclairage de nuit. Tout comme Klugheim et Mexico, Fantasyland a décidé de mettre l'accent sur la couleur dans les lumières nocturnes. Et étrangement, ils ont décidé de prendre du bleu pour éclairer Rockburg la nuit. Personnellement, je trouve que le bleu ne met pas du tout en valeur les façades de la zone, qui sont soit rouges, soit très sombres, donc qui, au lieu de les mettre en valeur, les assombrit et donc du coup ne permet pas de dévoiler leur grandeur. Peut-être que du orange aurait plus fait l'affaire pour mettre en valeur ces couleurs assez sombres, car je trouve personnellement que ces bâtiments sont tellement magnifiques qu'ils méritent d'être aussi bien vus de jour que de nuit. Enfin, ceci n'est qu'un détail qui ne change rien à l'expérience, j'en suis certain. Question public visée, Fantasyland prend une toute autre direction que Universal. Ici, ce sont les amateurs de sensations fortes et de science-fiction qui peuvent le mieux s'intégrer et s'identifier à la zone. Ou tout simplement les adeptes des zones industrielles de la fin du 19e siècle, début du 20e, dont je fais partie. Rockburg est peut-être l'une des meilleures zones thématiques d'Europe dans le sens où elle a apporté une toute nouvelle expérience en Europe avec le Flying Launch Coaster, la thématisation merveilleuse, l'hôtel Charliebenberg parfaitement incrusté dans la zone et la corrélation incroyable avec la zone Berlin qui fait office d'entrée du parc. N'y étant encore jamais allé, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Tout comme Super Nintendo World, je pense que tout ce qui peut se dire sur le ressenti et sur l'immersion se joue au ressenti personnel. C'est un avis, je pense, très subjectif et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de prendre part à la vie active de cette ville rétro-futuriste ou encore d'attacher un power-up band à mon poignet pour aller taper des blocs et gagner des pièces avec Mario. Avant de conclure cette vidéo, je pense que la plupart d'entre vous vous êtes demandé « Mais où est Disney dans l'histoire ?» Effectivement, je conçois que Galaxy's Edge, Pandora et même l'ensemble des landes des nouveaux parcs Disney comme Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland ou le magnifique Tokyo Disney Sea sont des zones absolument magnifiques. Mais je n'ai pas trouvé qu'elles ont cassé les codes vraiment de la zone thématique et de la manière de les concevoir pour un parc d'attractions. Je ne compte pas les attractions là-dedans parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'air révolutionnaires, mais je compte juste la thématisation et la conception de la zone thématique en soi. Après, tout ce que j'ai dit ici n'est que purement subjectif. J'ai juste essayé de vous communiquer le plus d'informations possible et de vous renseigner au mieux sur ces deux zones thématiques qui me tiennent vraiment à cœur, même si j'y suis pas encore allé. Mais comme vous pouvez le constater, au fil de la vidéo, vous avez appris que oui, j'ai absolument envie de les visiter, ces deux zones thématiques. Pour résumer, Super Nintendo World et Rockburg ont chacun transgressé les codes de la manière de créer une zone thématique, de par leur niveau d'interactivité, leurs attractions, leur thématisation ou le nombre de détails immersifs. Et je pense que chacune d'entre elles vaut vraiment la peine d'être visitée et j'essaierai d'y aller le plus vite possible quand cette crise sanitaire sera terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu longue par rapport à d'habitude, je sais, mais au moins ici j'ai parlé de choses qui m'ont vraiment tenu à cœur et dont je voulais vous parler. Et j'espère au moins que la passion que j'ai pour ces landes que j'adorerais visiter vous a été transmise comme il se doit et que vous aussi maintenant vous avez envie de parcourir ces magnifiques univers. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.
Salut à tous!